commence donc par la première figure que j'ai délimitée, enfin l'entrée en matière que j'ai choisie en premier, celle de la rescapée. Ce qui m'a beaucoup frappé dans ces trois œuvres, surtout la première, c'est qu'on a l'impression d'être la compagne ou le compagnon de Charlotte Delbo. C'est-à-dire qu'on assiste à son retour et elle ne nous épargne rien, tout en essayant de nous expliquer, tout en nous reprochant de ne pas avoir été là pour saisir ce qu'elle raconte. Et on est en immersion totale dans un univers émotionnel débridé, où on a des pulsions de colère, des pulsions de prise à témoin, où elle nous attrape par les joues en disant bah, « Regardez ce cadavre, est-ce que vous y arrivez ? Vraiment, est-ce que vous y arrivez ?» Avec j'ai même pas envie de dire agressivité, c'est agressif pour nous, mais pour elle, c'est une responsabilisation, une volonté d'immersion, d'amener à elle. Donc je dirais même c'est une intimité partagée. Et je trouve ça très... Il n'y a pas ça dans les autres récits concentrationnaires. Il n'y a vraiment pas ça. Lévi, quand il a quelque chose d'horrible à raconter, il y a même des moments où il dit aucun humain ne doit assister à ça et je le laisserai aux gens qui l'ont vécu. Je pense à la scène où il est au camp de Fossoli, au camp de transit avant d'aller vers Auschwitz. Et il parle de la dernière nuit. Et comme on est en 43, les gens commencent à savoir qu'ils vont sans doute vers la mort. Et il dit, bah, certains se sont livrés à un dernier moment de passion, les mères ont continué de faire comme si c'était un jour avec un lendemain, et il décrit tout ça, à un moment il s'arrête et il dit, laissons à ce moment qui ne peut être vécu que par les gens qui l'ont vécu, en dehors de vous, quoi. Et c'est un mécanisme de protection de l'intimité des gens qui y étaient, et de protection aussi de ceux qui ne l'ont pas vu, pour nous préserver d'une certaine aura. Donc il y a cette espèce d'affectivité, de compréhension, dans si c'est un homme de Lévi, parce qu'après il devient beaucoup plus incisif quant à la réception. Mais il y a, voilà, chez d'autres auteurs, il y a aussi il y a d'autres formes, je pense à Semprin, et quand il prend la figure dans l'écriture ou la vie, il raconte comment les Américains sont arrivés à Buchenwald. Et il essaie de leur expliquer. Et il y a la cheminée du crématoire, et il dit, mais ils ne peuvent pas comprendre cheminée, donc là je cite Semprin, cheminée, on a tous dans notre imaginaire une cheminée qui fume, un feu de cheminée, etc. Mais cette fumée-là, cette cheminée-là, ils ne peuvent pas savoir. Et cette île, au pluriel, c'est nous. Cet officier américain, c'est tous ceux qui n'ont pas vécu la Shoah ou qui ne la connaissent pas de près. Mais il y a ce relais. Voilà, c'est pas regardez, vous qui me lisez, vous ne comprendrez jamais. C'est pas dit comme ça. Alors que chez Charlotte Delbo, on a l'impression que, à mesure, en fait, ce qui est paradoxal, c'est que c'est comme en couple, je dirais. C'est la sensation que j'ai eue en le disant, c'est que, à mesure qu'elle nous agresse, on a l'impression qu'elle nous fait rentrer dans son intimité, et dans son intimité totale. C'est-à-dire qu'on est le réceptacle de toutes ses émotions. Les souvenirs nostalgiques, les moments d'atrocité revécus comme des hypotyposes morbides, quoi. Les moments où elle revit l'atrocité, les moments où elle se confie sous un mode très intime, les moments élégiaques, la déploration de la perte et l'agressivité, je sais pas, tous les traumatismes qu'on a eus quand on se retrouve dans l'intimité du couple ou de la famille. Il y a des fois où on engueule l'autre en disant mais tu peux pas comprendre, tu y étais pas, ou tu es pas une femme, ou tu as pas été ceci, ou tes parents toi t'ont désiré, j'en sais rien, quand on a une intimité blessée. Et on assiste à ça, et donc je trouve que c'est un positionnement très particulier, parce que c'est parce qu'elle nous agresse qu'on rentre dans son intimité. C'est pas une agressivité qui nous rejette, c'est une agressivité qui nous intègre et qui nous fait l'aimer, en fait. Et donc c'est très particulier. Alors, je suis pas allée plus loin dans ma réflexion, mais quand je disais qu'à mon avis c'est une source de réflexion genrée très intéressante, je sais pas encore comment me positionner parce que je suis qu'au début de cette recherche. Je pense qu'il y a tout un potentiel parce que dans cet appel à contribution, il y avait beaucoup de remarques sur l'expression des sentiments féminins. Et donc, quels codes sont adoptés. Il y avait dans l'appel à contribution, il y avait une phrase qui était il est des moments où les poètes, enfin les poétesses, ont le courage de s'affirmer dans des sentiments qui ne sont pas ceux attribués généralement à leur genre. Donc, il y a ça ici, quoi. Il y a vraiment quelque chose de très différent, quoi. Et donc, voilà, je voulais vraiment... je regarde un petit peu le temps, il y a 17 minutes, c'est bon. Donc, voilà, donc je vous donne quelques exemples pour vous montrer. Donc, je voudrais vous montrer celui qui me semble le plus significatif. Donc, hop, page 137, j'arrive, voilà, vous voyez, on sort d'un espace de narration et on arrive à une page blanche avec juste 3 phrases. Et ça dit « Un cadavre.
l'œil gauche mangé par un rat, l'autre œil ouvert avec sa frange de cils. Retrait. Essayez de regarder, essayez pour voir. Avec le double sens, essayez pour voir, évidemment, enfin, essayez de voir la chose jusqu'au bout, mais en même temps, la provocation. Essayez un peu, quoi, chiche. Tu veux savoir ce que j'ai vécu? Bah, vas-y. Et on ressent ça, enfin, moi, les explosions de l'intime dans les cadres très familiaux, où les liens intimes sont très resserrés, ça arrive. Tu veux savoir ce qui m'est arrivé? Regarde. Et où confronte l'autre à son horreur personnelle alors qu'on a essayé de le ménager, et on s'insurge contre son incompréhension, et on lui dit, mais si tu veux partager, partage, quoi, viens. Et c'est ce qu'elle fait, en fait. Et c'est pour ça, cette mise à distance provocante, et qui appelle à une proximité, voilà, qui coupe le souffle, parce que oui, on se retrouve en position de se questionner nous-mêmes, oui, essaye de regarder, voilà. Et ça a beaucoup aussi, donc je saurais pas dire si ça c'est un poème. Comme on a toute cette tradition, on a eu la poésie éclatée, les 33 morceaux, on a parlé tout à l'heure des bribes poétiques, on a eu donc les 33 morceaux de René Char, sur la mise en page, c'est exactement ça, mais c'est pas du tout le même rôle. Donc c'est pas juste une explosion de sentiments qui peut être assimilée à un passage poétique. Quelque part, peu importe, en tout cas c'est pour vous montrer à la fois la liberté de cette forme, qui peut s'apparenter à une liberté poétique, mais plus largement à une liberté poétique au sens de la poétique des œuvres, quoi, au sens beaucoup plus large, quoi. Voilà, donc, et en même temps, ce que je voulais dire, c'est que c'est aussi le principe de l'emblème, très pictural. Vous savez, ces images commentées comme les capriccios de Goya. Vous avez une image et une phrase dans le genre se rappelle-t-il, hein, quelque chose comme ça. Et là, vous avez vraiment l'image, quoi, le cadavre rongé, etc. Et juste la phrase regardez. Voilà. Et donc il y a aussi cet aspect extrêmement visuel, quoi, qui est omniprésent et qui reprend des traditions picturales. Donc je dis poésie, je l'analyse ici dans un colloque sur la poésie féminine, mais moi, j'en suis pas encore à savoir à quel domaine l'attribuer. Je pense que c'est une convergence, ou plutôt dans une espèce de chaos de forme qui commence à prendre forme. Donc c'est assez étonnant, quoi. Et bien sûr, il y a d'autres passages, je vous en cite deux, mais je vais pas m'étendre dessus pour pouvoir passer au reste. Mais donc là, vous avez un vrai poème. Vous voyez, on reconnaît même dans la mise en page vraiment quelque chose qui est beaucoup plus formellement proche du poème. Et ça s'appelle « Ô vous qui savez ». Ô vous qui savez, saviez-vous que la faim fait briller les yeux, que la soif l'éternue? Ô vous qui savez, saviez-vous qu'on peut voir sa mère morte et rester sans larmes? Et en fait, tout le poème présente l'anaphore « Ô vous qui savez », qui est à la fois donc cette espèce de biomorphème, là, le « ô hein, », qui reprend tous des siècles de poésie, hein, ô automne, malade et adoré, etc. D'ailleurs, Apollinaire, c'est une phrase d'Apollinaire, aucun de nous ne reviendra, le titre du... Voilà. Donc, ce ô qui reprend des siècles de tradition poétique et qui est donc vous qui savez. Donc, en fait, c'est la connaissance qu'on croit avoir. Et en fait, non, vous ne savez pas ce qui s'est passé dans le camp. Et elle renvoie à chaque fois à une découverte qu'on fait dans le camp et qui n'est pas une découverte humaine. Tome 2, volume 2, livre 2, une connaissance inutile. Et dedans, il y a des passages qui disent, voilà, à quoi ça me sert de savoir que lui, que je regarde, je sais qu'il m'aurait aidé dans le camp, mais que lui, jamais il ne m'aurait aidé dans le camp. Je le sais, parce que c'est des distinctions, comme nous, on apprend à différencier une personne qui, s'il nous manque un euro, nous le donnera pas. Bon, on apprend parce qu'on est dans l'univers des villes, on est urbain, etc. Dans l'univers des camps, c'est des découvertes que l'homme ne devrait pas connaître. En tant que personne vivant au XXe siècle, on ne devrait pas savoir que la faim fait briller les yeux, ternit le regard, et que la soif, enfin l'inverse, et que la soif les ternit. Donc l'un les fait briller, la soif les ternit. Des réalités de l'approche de la mort ultime qu'on ne devrait pas connaître en tant que vivant dans des mondes civilisés, etc. Et elle nous renvoie à tout ça. Et là, c'est beaucoup plus sur le mode de la complainte et de la prise de conscience. Voilà, on est plus sur « Oh, vous qui savez », la déploration de l'incompréhension. Donc, c'est une autre forme, mais c'est aussi... Voilà, et il y a un autre poème qui lui répond. Ainsi, vous qui croyez, I-E-Z. Et là, je vous fais écouter le premier vers. Ainsi, vous qui croyez qu'aux lèvres des mourants,
passage à la ligne, ne montrent que des paroles solennelles. Là encore, il y a des siècles de poésie derrière. Et je pense que ici, l'alexandrin, alors que tout est éclaté, il n'y a aucune forme qui est réellement appréciable en tant que... Enfin, appréciable, on peut jamais dire c'est un poème, c'est une image, je sais pas exactement ce que c'est. J'ai l'impression que quand on a l'émergence d'un alexandrin ou quelque chose comme ça renvoie à nos habitudes de pensée, ça caractérise l'interlocuteur qu'elle a et qui est figé dans une forme. Donc elle lui accorde un alexandrin. Ainsi, vous qui croyez qu'aux lèvres des mourants, donc vous connaissez cette poésie, vous connaissez ce rythme-là. Alors vous croyez que les gens, quand ils meurent, ils disent ceci. Et donc c'est presque ironique, vous voyez ce que je veux dire ? Et en fait, elle raconte, donc, parce que le solennel fleurit naturellement au lit de la mort, etc. Donc ça sonne très classique dans un sens, pas 17e siècle, mais dans un sens, ça fait poésie, quoi. Ça fait siècle de poésie, on s'y reconnaît, quoi. Et en fait, on s'y reconnaît, ça nous renvoie à nos codes. Et après, quand elle passe à autre chose, en fait, ce qu'elle veut dire, c'est que à Auschwitz, la mort n'était pas ah tiens, je vais mourir comme le prince de Clèves sur 4 pages en faisant des imparfaits du subjonctif. C'était voilà, en fait, elle mourait en disant je vais mourir, et elle mourait dans des odeurs de diarrhée, dans des réalités physiologiques terribles, quoi. Et là, on passe quasiment à un passage en prose. Mais vous allez voir la poéticité, hein. Elles étaient nues sur les planches nues, elles étaient sales et les planches étaient sales de diarrhée et de pus. Donc on en vient au... Voilà, mais on n'est plus du tout dans les alexandrins. Donc on a deux formes poétiques qui se côtoient et à mon avis elles sont signifiantes. Je sais pas, encore une fois, hein, je fais mes premiers pas dans cette étude-là. Voilà, et ça finit sur un alexandrin. Et elle comptait si peu qu'une seule... Voilà. Et elle comptait si peu qu'une seule survécut, qu'elles n'ont rien confié qui pût être un message. Vous voyez, en plus avec voilà, les formes, enfin des formes verbales, des conjugaisons qui sont pas du tout du langage prosaïque et courant. Donc vous voyez comme les formes se côtoient même au sein d'un espace poétique unique pour raconter une chose. Et je pense que cette multiplicité provient de la rencontre d'un locuteur et d'un interlocuteur, enfin d'une interlocution qui n'est pas égale, qui ne passe pas par les mêmes codes. Donc les uns sont incarnés par une forme poétique et l'autre est incarné par une forme poétique plus chaotique. Mais les deux se rencontrent dans le même espace du poème. 24 minutes, ok. Voilà, d'accord. Alors, donc du coup, je vais énoncer juste les idées avant de conclure. Figure de la détenue.